Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 4 mars 2024. À la une de l'actualité de ce jour, le président de la délégation spéciale d'Antananarivo et la SMA disposeront d'un délai d'une semaine à 10 jours pour débarrasser la capitale des ordures, a indiqué aujourd'hui le président de la République, André Rajoelina, afin de les aider à réaliser cette grande tâche. Des équipements de gestion des solides pour la ville d'Antananarivo ont été présentés aujourd'hui, qui comprennent 26 camions bennes, 2 excavateurs et 2 pick-up. L'entretien et la maintenance de ces équipements sont également importants, a déclaré le président de la République, André Rajoelina, lors de leur présentation à un Passapito cet après-midi. Reportage signé Judikel Ranjelirin et Nzar Ranjiansu. Ces équipements qui ont été présentés aujourd'hui au sein de la SMA Passapito sont tous des équipements neufs. 24 camions bennes pouvant transporter 8 à 10 tonnes d'ordures, 2 camions bennes à utiliser au site de décharge d'Ajalanch et 2 excavateurs. Des équipements qui permettront de gérer les déchets de la capitale qui atteignent 1100 tonnes par jour. Le gouvernement japonais, à travers la JICA, dans le cadre du projet GESTA, a fourni des équipements d'une valeur de 26 milliards d'ariari. Lors de cette occasion, le président de la République a été ferme à l'adresse du président de la délégation spéciale d'Antananarivo en déclarant que la population de la capitale mérite de vivre dans la propreté, Antananarivo qui est la ville pilote de Madagascar. Ainsi, les travaux d'assainissement doivent être achevés dans les plus brefs délais. Avec ces nouveaux équipements, la SMA devra multiplier par 3 sa capacité d'enlèvement et de transport de déchets. Et comme il a été décidé lors du Conseil des ministres dernièrement, un numéro vert sera mis en place pour que la population puisse signaler la présence des bacs à ordures qui débordent dans les différents quartiers et accélérer les opérations de ramassage. Par ailleurs, l'utilisation des camions sera optimisée et ils seront ainsi équipés de GPS. Dans un autre sujet, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire est actuellement dans le processus de 90 jours pour reviser la loi qui régit les terrains domaniaux. Si la demande de terrain domanial a été suspendue afin d'organiser et coordonner toutes les demandes, le ministère entre dans l'étape de consultation par l'intermédiaire du département des services fonciers. Il s'agit de la consultation des représentants de l'État et celle du public. De Naté Rakoutmav. 90 jours est le délai fixé par le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire pour arriver au bout de la réforme de la loi régissant les terrains publics pouvant être vendus afin de mettre en œuvre la décision du Conseil des ministres. Au cours de ces 90 jours, il y aura un processus de consultation pour mettre à jour ou modifier quelques articles de cette loi 2008-014 qui régit les terrains publics pouvant être vendus. Il s'agit d'une consultation en 2 parties destinée aux représentants de l'État qui a été tenue vendredi dernier à travers une porte ouverte. Selon la directrice générale des services fonciers, cette consultation des représentants de l'État concerne tous les responsables, notamment les chefs Fukuntan jusqu'aux collectivités territoriales décentralisées dont Tutana. Il s'agit d'une consultation selon un principe d'inclusivité et de représentativité. La prochaine consultation sera ouverte à tous ceux ayant des affaires au niveau de services fonciers, notamment ceux ayant des demandes avant le 10 décembre 2010. Cette porte ouverte aura lieu le 6 mars prochain. L'objectif de la réforme de cette loi est également de pouvoir définir clairement et séparément la loi qui régit les terrains privés qui n'ont pas encore eu de titre ou de cadastre, la loi 2022-013 et la loi qui régit les terrains domaniaux. Pour les portes ouvertes au niveau des régions, le service foncier et topographique, qui sont au nombre de 64 sur toute la grande île, se charge de coordonner les consultations. Ensuite, l'accélération du traitement des dossiers et des procès devrait être poursuivie selon la ministre de la Justice, Ranjiamanantenasu Landimbulatine, lors de sa visite dans la prison de Vatmanj samedi dernier. Par ailleurs, l'octroi de formation aux détenus sera renforcé pour que ces derniers puissent réintégrer la société une fois sortis de prison. Cela fait partie également du pilier numéro 1 du président de la République, qui est le capital humain. Ruth Kissel Rakoutmalal nous en dit plus. L'accélération des procès a porté ses fruits en 2023 et cela devrait être poursuivi selon la ministre de la Justice, Ranjiamanantenasu Landimbulatine.
lors de sa visite dans la prison de Vatmanj. En effet, selon les statistiques, plus que 40% des détenus n'ont pas été jugés en 2023. Pour la prison de Vatmanj, il y a 23 détenus mineurs et 23 femmes. Par ailleurs, la prison n'est pas qu'un centre de détention, mais aussi un centre de réhabilitation. Pour cette raison, les détenus sont formés et toujours selon la ministre, la formation devrait correspondre aux activités qui existent dans chaque région pour qu'ils puissent l'appliquer une fois sortis de prison. Ces prisonniers obtiennent un certificat à chaque fin de formation. La ministre demande toutefois qu'ils soient embauchés dans les entreprises quand ils en font la demande. En tourisme, l'aménagement du pic Saint-Louis à Dolanard, classé patrimoine national, débutera cette année. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental de revalorisation des patrimoines afin que le projet ait un impact direct sur la vie de la population. L'objectif est de créer des emplois à travers la promotion du tourisme local, a déclaré le ministre de la Communication et de la Culture lors de la cérémonie de signature de l'accord de partenariat entre ce ministère et le programme PIC. Anna Martina sur les images de Dar Hadjiansou. Le pic Saint-Louis, une montagne qui culmine à 529 mètres au-dessus de la ville de Fort-Dauphin, dans la région Anossi. Un endroit qui offre la meilleure vue de la ville est classé patrimoine national. On peut voir du sommet la baie de Ranfoot, les lacs Ampari et la Naram, la forêt de Mandane et bien d'autres. Afin de promouvoir le tourisme dans la région d'Anossi, le pic Saint-Louis sera aménagé. La construction d'un centre d'accueil à l'entrée du site, la mise en place de 3 circuits sécurisés tels que des fils d'Ariane guidant les visiteurs, l'aménagement de points de repos stratégiques et la création d'un observatoire au sommet offriront une expérience enrichie aux touristes. La durée d'exécution des travaux est de 8 mois selon le responsable du projet PIC. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la valorisation et la gestion, mais également de la protection des sites culturels et historiques du pays, qui à terme sera une source de revenus pour le pays selon le ministre de la Communication et de la Culture lors de la cérémonie de signature de convention de partenariat entre ce ministère et le pôle intégré de croissance, ou PIC. Les appels d'offres ont été déjà lancés après cette signature et le site sera accessible à tous avant la fin de cette année selon les informations. Ensuite, Madagascar accueillera la 5e édition du Comesa Trade Fair cette année. L'objectif est de renforcer les relations économiques et commerciales entre les pays africains. Accueillir cet événement est un grand avantage pour les femmes entrepreneurs malagasy, car cela ouvrira des marchés au sein du Comesa, a déclaré aujourd'hui la présidente du groupe des femmes entrepreneurs de Madagascar. Cet événement répondra également aux besoins et apportera des solutions aux obstacles qui empêchent les femmes de se développer dans le monde de l'entrepreneuriat. Anne Martina, c'est Sylvain, sur les images de Sech Andianabu. L'accès au financement, le manque de confiance en soi, mais aussi la non-maîtrise de la langue anglaise, qui est très importante sur la scène internationale, tels sont généralement les principaux obstacles pour les femmes entrepreneurs africaines de se développer dans le monde des affaires et également pour trouver des opportunités d'affaires sur le marché international. Ainsi, le fait que Madagascar accueille la 5e édition de Comesa Trade Fair est un grand avantage pour les femmes entrepreneurs de Madagascar. Environ 500 femmes entrepreneurs de 21 pays d'Afrique faisant partie du Comesa viendront à Madagascar à cet événement. C'est également une occasion pour toutes les femmes entrepreneurs, sans exception, de partager leurs expériences, notamment sur le marché international, selon les explications. Après le Malawi, la Zambie, l'Ouganda et l'Égypte, Madagascar est le 5e pays d'Afrique qui va accueillir la 5e édition de la Comesa Trade Fair. Dans un tout autre contexte, les dépenses alimentaires mensuelles d'un centre d'éducation d'enfants orphelins Sizambouichi Mandak dépassent les 1 million d'ariars, selon les enquêtes menées par nos journalistes. Cependant, de tels centres n'ont aucune source de revenus fixe, mais vivent de l'aide d'organisations, d'associations ou de personnes généreuses. L'église FPVM a été l'une de celles qui ont répondu hier à l'appel de ce centre. Reportage signé Sylvain et Nzar Khanjiansou.
total, 34 enfants et jeunes sont éduqués dans ce centre Étoile du Matin 6 à Mbujimanzak. Le plus jeune a 2 ans et le plus âgé 26 ans. Ils sont tous orphelins, personne ne pouvait plus les prendre en main. Ce centre est donc devenu leur foyer et prend en charge également leur scolarisation. Ainsi, les dépenses mensuelles de ce centre atteignent les 1 million d'ariars. Face à cela, les revenus ne suffisent pas à leurs besoins et ils ont donc fait appel aux personnes de bonne volonté pour leur venir en aide. La famille de l'église FPVM qui fête ses 40 ans cette année a répondu à cet appel et a fait un don de produits de première nécessité tels que du riz, de l'huile et aussi des sacs à dos pour les enfants. La famille de l'église FPVM se concentrera sur des activités sociales et culturelles pour marquer son 40e anniversaire cette année, selon les informations. Concernant maintenant les actualités sportives, le Rwanda, le Botswana et le Burundi ont répondu à l'appel et sont prêts à disputer un match amical avec les Barrés de Madagascar lors de la fenêtre de la FIFA du 18 au 26 mars. La Zambie et l'Afrique du Sud, qui ont déjà d'autres matchs à jouer, pour leur part ont refusé. Par ailleurs, la liste des 33 joueurs qui composeront l'équipe nationale pour ces matchs amicaux a été dévoilée ce dimanche. Reportage de Malala Rakotuniran et Michel Rakoutsan. En plus des joueurs ayant déjà composé l'équipe nationale, 6 joueurs issus de clubs étrangers rejoindront également les Barrés de Madagascar lors des matchs amicaux qui se tiendront à partir du 18 mars dans le cadre de la fenêtre FIFA. Les 25 joueurs qui disputeront ces matchs seront dévoilés le 18 mars. De nouveaux gardiens de but issus des clubs étrangers rejoindront également Rakutas Mbulanin d'Elgeco Plus lors de ces matchs. Parmi eux, Sonny Leighton de la J Auxerre et Teva Gardis du Paris FC. À la défense, sur la droite se trouve Rabemananzara Radunyain d'AS Fanalamang et à gauche Rabarzona Avchinyain. Au milieu se trouve Anna Pouin et Loïc Lapoussin. Certains des joueurs qui affronteront le match en juin ne figurent pas dans cette liste, mais ils seront inclus dans la liste lors des matchs contre les Koelakantes des Comores et les Aigles du Mali. 3 pays, à savoir le Rwanda, Burundi et le Botswana, ont accepté ces matchs amicaux. Le FMF, l'État et la FIFA les prennent en charge. L'entraînement de l'équipe locale débutera cette semaine, a indiqué l'entraîneur Romuald Raoul-Djabé ou coach Roro, et ils s'entraîneront au moins 3 fois par semaine. Ensuite, le tampon Géco Volleyball sportif de La Réunion a remporté le titre de champion d'Afrique des clubs de volleyball de la zone 7, catégorie masculine, et dans la catégorie féminine, le Saint-Denis Olympique Volleyball également de l'île de La Réunion a remporté la victoire lors de cette 28e édition de la KVB zone 7. Reportage de Malala Rakotuniran et Michel Rakoutsan. Les 2 équipes de volleyball de la gendarmerie nationale, dans les catégories dames et hommes, ont perdu leur finale face aux équipes réunionnaises ce samedi dans le cadre du championnat d'Afrique des clubs de volleyball de la zone 7. Chez les dames, la GNVB s'est inclinée face au Saint-Denis Olympique, SDO sur le score de 0-7 à 3, 16 à 25, 27 à 29 et 13 à 25. Et chez les hommes, la GNVB n'a pas fait mieux contre le TGV Tampon Géco Volleyball et a été battue sur le score de 0-7 à 3, 18 à 23, 19 à 25 et 23 à 25. L'entraîneur du GNVB a déclaré qu'il y avait eu un léger retard dans le jeu de l'équipe lors du premier set, alors que le jeu s'avérait excellent lors du deuxième set. Selon l'entraîneur, la technique et la stratégie utilisées n'ont pas été efficaces. La victoire était inattendue, a déclaré l'entraîneur du SDO, La Réunion. Les joueurs du GNVB sont forts, affirme-t-il, d'autant plus que le jeu s'est déroulé à Madagascar. Il fallait donc utiliser notre technique du début à la fin du match. Le championnat d'Afrique des clubs de volleyball de la zone 7 a été clôturé par une remise de médailles ce samedi. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Italie, alors qu'en France, le Congrès va voter ce lundi pour faire entrer définitivement la loi sur l'avortement dans la Constitution. Qu'en est-il de l'Italie? La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a promis de ne pas toucher à la loi qui autorise l'avortement, mais dont des faits de plus en plus de médecins refusent d'en pratiquer. Reportage sur les images de France 24. Cet hôpital de Ombrie, dans le centre du pays,
Près de 80% des gynécologues refusent de pratiquer des avortements par médicaments. Un scandale pour cette militante du planning familial. Voilà, on est devant l'hôpital de Pérouse, le plus grand d'Ombrie, celui où on devrait enseigner et pratiquer les avortements médicamenteux. Et on ne le fait pas. Dans les universités catholiques, qui sont les meilleures, on ne parle ni de l'avortement, ni de la contraception. Et quand tu entres, on te fait signer un document pour devenir objecteur de conscience. Une disposition légale en Italie qui met de nombreuses femmes dans des situations dramatiques partout sur le territoire. Cette mère de famille de 44 ans n'a pu trouver de solution qu'ici, au planning familial d'Ascoli, dans les Marches. Aucun médecin ne voulait lui permettre d'avorter dans sa région. J'ai passé plusieurs coups de fil. Au téléphone, on me disait « Appelle le médecin, celui-ci n'est pas là, prends rendez-vous, plus tard ». J'ai appelé dans d'autres villes, à Pesaro, à Ancône. Personne ne voulait me prescrire de pilules pour avorter. Je voyais les jours passer, j'étais désespérée. Depuis 20 ans, le nombre d'avortements ne cesse de baisser en Italie, avec 5,4 avortements pour 1000 femmes selon les derniers chiffres. C'est l'un des taux les plus faibles d'Europe. Le gouvernement sud-coréen a indiqué lundi 4 mars qu'il suspendrait les autorisations d'exercer des jeunes médecins démissionnaires s'ils ne reviennent pas travailler dans un contexte de grève massive en réaction à un projet de réforme des études de santé. France 24. Après l'état d'alerte sanitaire relevé à son plus haut niveau, le temps est aux sanctions. Les internes sud-coréens qui ne retourneront pas au travail verront leur licence professionnelle suspendue. Malgré les appels répétés et les demandes venant de plusieurs instances, il y a toujours beaucoup d'internes en médecine qui ne sont pas retournés dans les hôpitaux. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement va appliquer des mesures légales en commençant par des inspections sur leur lieu de travail. Depuis 2 semaines, 10 000 internes en médecine sud-coréens ont démissionné de leur poste, soit 80% des effectifs. Ils protestent contre le projet du gouvernement d'augmenter les admissions dans les facultés de médecine de 65%. Les autorités voient dans cette mesure une réponse au vieillissement de la population et à la pénurie de médecins. Le corps médical, lui, considère que ce projet va aboutir à une dégradation des soins. Le nombre d'étudiants en médecine va être augmenté, mais sans infrastructure adaptée, ni financement dédié. La qualité des études en médecine va baisser, ce qui va provoquer une baisse dangereuse de la qualité des soins. Selon le gouvernement sud-coréen, environ la moitié des opérations chirurgicales dans certains grands hôpitaux a dû être annulée. D'après les sondages, 75% de la population est favorable à la réforme. Les partisans du projet accusent les médecins de craindre une baisse de leur salaire et de leur statut social. Et pour terminer cette édition, les négociations sur une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas palestinien reprennent lundi au Caire après un progrès significatif au lendemain d'un appel de la vice-présidente américaine Kamala Harris à un cessez-le-feu immédiat. Selon le source de l'ONU, 2,2 millions des 2,4 millions d'habitants sont menacés d'une famine quasiment inévitable. France 24. Sur la route côtière, ces Gazaouis ont pris le peu qu'il leur restait, direction le sud. Habitants de la ville de Gaza, ils avaient jusqu'ici réussi à rester dans leur ville détruite. C'est finalement la faim qui les a poussés à partir. Quand ma fille veut manger le matin, je ne peux pas lui donner à manger ou à boire. Où est-ce que je peux trouver ça? Maintenant, on en est là. Ma fille, qui n'a pas été tuée dans la guerre, pourrait mourir de faim. Je refuse. Contrôlée par Israël, l'aide humanitaire n'arrive quasiment plus dans le nord de l'enclave. Les combats, les bombardements israéliens et les décombres rendent l'acheminement des cargaisons par la route périlleux. Face à ces difficultés, plusieurs pays, dont les États-Unis, ont effectué des parachutages le week-end dernier. Une goutte d'eau face aux besoins énormes de la population. Est-ce que c'est suffisant pour une école, pour nourrir 10 000 personnes? Voilà l'aide qu'ils nous distribuent. Des parachutages critiqués aussi par certaines ONG qui alertent depuis des semaines sur le risque de famine à Gaza.
Nous avons plus de 10 enfants qui sont morts de faim à cause du manque de nourriture. Alors pourquoi parachuter de l'aide par avion à Gaza? Nous devrions plutôt nous efforcer de faciliter le processus d'acheminement massif de l'aide à Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU exprime lui aussi sa grave préoccupation, alors que 2 200 000 personnes sont menacées de famine dans le territoire palestinien. Il appelle Israël à laisser entrer une aide humanitaire à grande échelle. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous. Au revoir.